Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 305e briefing éclairage sur l'activité en Russie. Voilà, avec comme toujours nos deux intervenants, même si bien entendu le briefing du lundi est plutôt consacré à l'international. Donc sans plus attendre, on va passer la parole à Igor et puis s'il y a besoin, Arnaud complétera avec différentes informations. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en attendant. Bien entendu, si elles n'ont pas été adressé, comme on dit en mauvais français, euh, pendant le, pendant le briefing, eh bien, on aura plaisir à essayer de vous y répondre. Donc Arnaud, pardon, Igor, que s'est-il passé ce week-end, notamment? Merci, Président. Bonjour à tous. Il s'est passé des choses intéressantes, puisque lorsqu'on s'est quitté jeudi dernier, eh bien, je vous annonçais qu'il y avait une entrevue qui devait se tenir entre les négociateurs américains, messieurs Witkoff et Kouchner, et le président russe. Dans la soirée, elle s'est tenue dans la soirée de jeudi. Elle a duré près de 4 heures. De Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain, avec Jared Kouchner, son gendre, ont rencontré le président russe. À ces deux négociateurs s'en est ajouté un troisième, Monsieur Grunbaum, Josh Grunbaum, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent dans ce type de rencontres, et qui est un fonctionnaire américain qui est commissaire au service fédéral des achats. Et qui a la particularité aussi d'être conseiller spécial dans ce fameux Conseil pour la paix que Donald Trump est en train de promouvoir tous azimuts au sujet de Gaza, mais on comprend que l'agenda potentiellement dépasse en réalité le dossier de Gaza. Et donc M. Grunbaum siège dans ce conseil-là et est donc venu rencontrer Vladimir Poutine également au Kremlin. Et je vous avais expliqué jeudi que parmi les points de négociation, eh bien, il serait aussi question de la participation de la Russie, ou des modalités de participation de la Russie au Conseil de la paix, puisque ça faisait partie de l'actualité très tumultueuse de la semaine dernière. Alors, 4 heures de discussion entre Américains et le président russe au Kremlin, sans résultat, j'allais dire, apparent, concret. On sait que c'est présenté comme étant quand même des pourparlers qui ont été productifs. En tout cas, il y a un résultat qu'on peut mesurer, qui est mesurable, c'est la nomination de l'amiral Igor Kostyukov, qui dirige le GRU, donc le renseignement militaire russe, à la tête de la délégation russe qui s'est envolée pour les Émirats arabes unis quelques heures après cette rencontre intervenue au Kremlin. Ça aussi, donc je vous en avais parlé jeudi, ce format nouveau de rencontre trilatérale qui s'est donc tenu à Abu Dhabi en deux temps, deux rencontres, vendredi et samedi. Une première rencontre qui a duré près de 4 heures, donc le vendredi, et une deuxième le samedi qui a duré environ 3 heures. Dans ce nouveau format trilatéral, avec donc des représentants côté russe qui étaient emmenés par M. Kostyukov, donc qui dirige le GRU. Côté ukrainien, c'était M. Boudanov, Kirill Boudanov, donc le nouveau patron de l'administration présidentielle ukrainienne et patron du GOUR ukrainien, qui dirigeait la délégation de négociateurs. On retrouvait également Monsieur Umerov. Et autour de la table, vous aviez donc les Américains, Kouchner et Witkoff, qui siégeaient pour ces discussions trilatérales qui donc, vu le profil des négociateurs à la fois côté russe et puis bon, bah, côté ukrainien avec Monsieur Boudanov, tournaient vraiment manifestement sur des questions de sécurité. Alors, ces discussions dans l'ensemble ont été présentées depuis comme étant plutôt positives, productives. Il y a quand même toujours un espèce de blackout informationnel sur le détail, vous l'imaginez bien, mais néanmoins, elles ont tendance à être présentées positivement par les Américains, les Ukrainiens et même on peut le dire par les Russes, hein, qui expliquent qu'il s'est quand même passé des choses. On croit comprendre que les discussions ont achoppé sur la question territoriale et plus spécifiquement sur la question du Donbass, qui a constitué vraiment, enfin sans surprise en réalité, un écueil, un sérieux écueil. Euh, Plusieurs pistes auraient été évoquées, la démilitarisation, le déploiement de forces d'interposition issues de pays neutres. On parle donc quand même d'une superficie d'environ 5600 km, ce qui correspond en gros, j'ai regardé au département du Var, un petit peu plus grand que le département du Var, en termes de superficie qui est vraiment contestée, hein, puisque les Russes continuent d'exiger le retrait des troupes ukrainiennes
ce qui reste dans la région de Lugansk, c'est-à-dire vraiment des confettis, mais le gros du morceau étant la région du Donbass. Évidemment, les Ukrainiens n'entendent pas de cette oreille-là. Il y a également eu la question de la centrale nucléaire de Zaporožié qui a été débattue, qui a été discutée, et également des mesures de désescalade un peu plus concrètes, locales, pour en gage probablement de signes de bonne volonté et de vouloir avancer dans les discussions. Et manifestement, l'hypothèse d'une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens aurait été évoquée également, selon certaines sources. Côté ukrainien, deuxième sujet qui ressort, c'est la question des garanties de sécurité. Alors c'est un deuxième écueil, puisque les Ukrainiens insistent donc pour des garanties de sécurité. Alors en contrepartie potentiellement du retrait de cette zone du Donbass qu'ils tiennent encore. Ça reste évidemment à voir. Alors, sur ces garanties de sécurité, il y a les Européens qui persistent avec cette formule de la coalition des volontaires, dont les Russes ne veulent pas entendre parler. Mais ils exigent des garanties de sécurité eux-mêmes auprès des Américains. Garanties américaines auxquelles tiennent par-dessus tout les Ukrainiens, mais les Américains tergiversent parce qu'ils ne veulent pas trop non plus se mouiller dans cette affaire-là. Donc finalement, c'est un sujet qui patine et qui constitue là aussi le deuxième écueil, manifestement, qui semble ressortir de ces discussions à Abu Dhabi. Un deuxième tour de discussion est d'ores et déjà prévu, a été annoncé pour le 1er février prochain, au même format, trilatéral, c'est-à-dire dans quelques jours. Les deux équipes étant reparties chacune de leur côté pour référer auprès de leurs autorités directes. Il y a manifestement une autre piste qui a été explorée, là aussi selon certaines sources, pour compenser, dira-t-on, les Ukrainiens concernant l'hypothétique retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, c'est celle d'investissement financier, de dédommagement financier, puisque selon certaines sources, les Américains auraient avancé l'idée d'un programme d'aide financière, de reconstruction, avec un montant qui irait jusqu'à 800 milliards de dollars, mais qui serait placé sous maîtrise d'ouvrage de BlackRock, notamment, pour pouvoir faire, comment dirais-je, fructifier cet argent à bon escient, selon M. Trump, très certainement, et avec une combinaison d'investissements publics et privés. Mais pour la partie publique, on comprend bien que l'argent n'aurait pas vocation à venir des États-Unis, mais très certainement plutôt d'autres donateurs, dont les Européens. Mais M. Larry Fink et BlackRock seraient évidemment à la manœuvre pour gérer cette manne colossale. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur ce volet des négociations. Donc, ça semble avancer timidement, mais ça semble quand même avancer. Bah, c'est déjà une grande chose qu'ils soient rencontrés, parce que ça, c'est tout à fait nouveau. Voilà, donc, mais du reste, qu'est-ce que tu penses du niveau de la délégation russe? Ça te semble cohérent? Parce que bon, quelle capacité décisionnelle ils ont? Enfin, ça te- Alors, capacité décisionnelle aucune. Ils sont pas là pour décider. Ils sont là, ils ont un mandat. Ils ont été auparavant reçus au Kremlin pour recevoir les instructions. Donc, je pense les limites de leur mandat, les points de négociation, les marges de manœuvre dont ils disposent dans la négociation. Le fait que ça soit tenu en 2 jours, c'est pas pour rien non plus. Probablement qu'il y a eu une manière intermédiaire des certain nombre d'éléments qui ont été rapportés à distance, certainement via des lignes sécurisées au- vers Moscou. Et dans un deuxième temps, ça a permis de se retrouver. Enfin, je dis pour les Russes, mais pour les Ukrainiens, ça devait être pareil. Ils ont certainement dû se coordonner à l'issue du premier tour de 4 heures avec leurs autorités. Et donc le lendemain, poursuivre les négociations. Donc décisionnelle aucune. En revanche, le profil, comme je l'ai indiqué, est intéressant puisque c'est le patron du GRU, donc service de renseignement militaire, qui en général et pas spécialement à la manœuvre pour des négociations diplomatiques, c'est peu de le dire, hein. Ils sont en charge de tout à fait autre chose, le renseignement militaire, des opérations clandestines, des interceptions, des écoutes, des éliminations ciblées, enfin tout ce que fait un service clandestin de renseignement. Là, on les a d'ailleurs rarement vus historiquement dans ce type de négociation-là. On peut avoir un exemple avec une analogie tout à fait approximative et imparfaite pendant la crise des missiles de Cuba, par exemple. C'était le GRU, alors à l'époque soviétique, avait été mobilisé comme intermédiaire pour la désescalade avec l'administration Kennedy. Mais sinon, c'est pas forcément eux qu'on retrouve. En revanche,
Kostukov et ses services sont quand même ceux qui surveillent un peu aussi, comment dire, une capacité de renseignement qui est assez conséquente. Et donc, ce qui veut dire sur les pourparlers, ils ont, comment dire, une certaine légitimité dans la mesure où, lorsqu'on parle de sécurité, de démilitarisation de zones, de surveillance, de cessez-le-feu, de zones tampons, etc., bah, ils auront des capacités aussi pour voir ce qui se passe et intervenir. Si je puis me permettre, le profil du chef de la délégation russe, donc qui est un militaire, un marin, comme Igor l'a rappelé, laisse à penser que les discussions ont été techniques plus que politiques finalement. Ça aussi, c'est assez nouveau. Ils sont allés sans doute dans les détails avec Boudanov, qui est son ancien vis-à-vis. Mais je suis pas certain qu'on ait beaucoup bougé sur le volet politique. C'est-à-dire on discute de déploiement éventuel de troupes de pays neutres, de modalités de vérification, d'une éventuelle implication américaine. Mais je n'ai pas l'impression, mais encore une fois, on ne sait pas tout ce qui s'est dit, que le cadre général politique est beaucoup évolué. Ceci dit, en soi, ça a de la valeur que les gens se reparlent directement, mais les grandes questions, à mon avis, restent largement sur la table. Pour ce qui est de l'hypothèse d'une rencontre entre Zelensky et Poutine, qui a été évoquée par le département d'État et par les Américains, je crois qu'il faut raison garder. Il est possible et même probable qu'un jour cela se produise, mais pas dans l'immédiat. En tout cas, ce n'est pas ce qui s'est passé ce week-end, qui encore une fois en soi est positif, qui a rapproché l'échéance d'un sommet Poutine-Zelensky, qui à Moscou est vu comme devant intervenir à la fin du processus, non pas pour négocier, mais pour signer. Justement, vos amis de kremlinologues, si on va voir évoluer le niveau d'intervenants, à partir de quel moment on va penser que c'est sérieux, il faudra quel niveau d'intervenants pour dire, tiens, on est en train d'accrocher quelque chose. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. En plus, il y avait Dmitriev en parallèle pour les questions économiques. Donc vous avez les militaires, les hommes d'affaires, manquent les diplomates et les politiques à ce stade, encore une fois. Mais ceci dit, les Poutine et Ushakov, comme ça a été rappelé par Igor, ont vu les Américains jeudi. Donc voilà, pour l'instant, disons que les Ukrainiens et les Russes directement parle plutôt des questions techniques, mais c'est un début. C'est sans doute ce qui permettra d'en venir aux questions plus politiques qui, pour l'instant, à ma connaissance, sont plutôt discutées par l'intermédiaire des Américains. On connaît l'agenda pour les prochaines rencontres ou ça reste flou? Ah ben, donc, il y a une prochaine rencontre qui est prévue à Abu Dhabi le 1er février, sur le même format trilatéral, donc avec a priori les mêmes personnes, et qui vont donc revenir chacune, le Moscou, Kiev, avec comment dirais-je, les éléments à rapporter suite à ce premier tour de discussion qu'ils auront pris auprès de leurs autorités respectives. Question d'auditeurs qui nous demandent que disent les sondages en Russie, alors s'il y en a, sur les territoires de Kherson et Zaporizhia contrôlés par les Ukrainiens. On a un peu d'informations À là-dessus? quel sujet, le sondage? Je Sondage sais de pas quoi? quel est le sentiment. Est-ce qu'il faut se battre jusqu'à la mort pour contrôler ce qui reste ou est-ce que on peut s'en passer? Je pense que c'est un peu l'idée. Non, je suis pas certain que la question ait été posée en ces termes-là, notamment par l'Institut Russian Fields, qui assure un suivi très régulier de l'état d'esprit de l'opinion publique russe sur ces questions-là. Généralement, on demande euh, si les gens souhaitent continuer l'opération militaire spéciale, sont plutôt favorables au contraire à sa cessation, s'ils sont favorables à des pourparlers de paix. Puis après, il y a les modalités, et on se rend compte que oui, les Russes, enfin, la société russe dans son ensemble, serait sans doute soulagée, et même très majoritairement soulagée d'une fin des hostilités. Et en même temps, elle n'est pas prête, par exemple, à la restitution des territoires. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour une majorité de Russes, et en l'occurrence, la société est assez en phase avec le Kremlin. Pour ce qui est d'aller plus loin, en réalité, je crois que c'est pas vraiment le sujet. C'est pour le coup le sujet des capacités opérationnelles de l'armée russe.
Bon, et sous quel délai? Encore une fois, on a l'impression depuis des mois, et la revendication par Moscou de cette partie du Donbass qui n'est pas contrôlée par l'armée russe, met en évidence le retard des militaires russes par rapport à l'agenda politique. C'est là l'un des problèmes de la direction russe. Beaucoup de gens estiment que d'ici l'été, la fin de l'été, le début de l'automne, cette question pourrait disparaître. En tout cas, les projections font état de scénarios selon lesquels l'armée russe pourrait assiéger cette conurbation de Slaviansk, Kramatorsk à l'automne. Et à ce moment-là, cette demande de rétrocession serait en grande partie caduque. Mais enfin, et on peut s'attendre aussi à ce que les Russes formulent probablement d'autres revendications à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, le hiatus, il est là. Il est entre l'exigence territoriale symbolique en réalité, puisque c'était l'objectif majeur de ce que les Russes appellent l'opération spéciale, et l'incapacité de l'armée russe à ce stade à prendre le contrôle total de la région de Donetsk, celle de Lugansk étant à près de 98-99% prise. Mais sur Alors, Kherson et Zaporozhye, président, si tu permets, il semblerait que ça soit un des éléments de ce qu'on appelle l'esprit d'Anchorage. C'est-à-dire que dans cette rencontre Poutine-Trump qui est intervenue le 15 août dernier en Alaska, eh bien, il semblerait que un des éléments de ce qui a été décrit ensuite dans les éléments de langage comme l'esprit d'Anchorage soit que du point de vue, enfin, du côté russe, et ça semble avoir été acheté par Trump, eh bien, tant que la question du Donbass et de la présence de l'armée ukrainienne dans le Donbass n'est pas réglée, eh bien, du point de vue des Russes, c'est impossible d'arrêter le conflit. En contrepartie de quoi, Poutine aurait dit à Trump qu'il renonçait à ses ambitions sur les parties de la région de Kherson et de Zaporozhye que l'armée russe ne contrôle pas. C'est-à-dire à geler en fait les hostilités le long de la ligne de contact dans ces deux régions-là. Par contre, sur le Donbass, là non, c'est pas possible. Ce qui veut dire aussi que ce qui avait été évoqué dans la presse, scénario de restitution par les Russes, d'échange de territoire, n'a jamais été envisagé sérieusement. Ce qui est envisagé sérieusement, c'est que, en Russie en tout cas, c'est qu'elle conserve, comme Igor l'a dit, tout ce qu'elle a conquis. Euh, voilà, mais on avait parlé de restitution de certaines portions des régions de Kharkiv, de Nikolaïev, avec la péninsule de Kinburn, tout ça ne correspond pas à l'esprit d'Anchorage, apparemment. bien, alors une question technique, si on peut dire, est-ce que vous pourrez répondre à ça? Nos auditeurs nous demandent si les entretiens d'Abu Dhabi se déroulent dans la même salle ou est-ce que les Américains font la navette entre les deux délégations? Non, non, c'était dans la même salle, hein. Il y a des photos qui ont été prises avant les discussions, à un moment donné où il y a eu un break, et on voit la table qui est en U, si vous voulez, avec les Russes et les Ukrainiens qui se font face, les Américains en médiateur, en arbitre, comme on veut, au milieu, enfin, au fond du U. Et d'ailleurs, pour la tenue vestimentaire, j'ai remarqué que Kouchner et Witkoff étaient habillés un peu en jogging, enfin en tenue entre guillemets décontractée et pas en costume cravate complet 3 pièces. C'était plutôt une tenue, voilà, pour courir un marathon. Très bien. Et est-ce qu'on sait si les délégations se sont serrées la main? Alors ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui ressort, alors ça, c'est évidemment difficile de savoir, mais en tout cas, les éléments qu'on veut nous faire passer, notamment dans la presse américaine, c'est que l'ambiance était aussi bonne qu'elle peut l'être, c'est-à-dire que les gens se sont parlé, qu'il n'y a pas eu d'empoignade, qu'il n'y a pas eu de nom d'oiseau, que lors des pauses déjeuner, ils ont eu tendance plutôt à se mêler, manger ensemble plutôt qu'à faire table à part. Enfin, c'est des éléments d'ambiance qu'on nous présente. Une fois de plus, c'est difficile de savoir si c'est vrai, mais c'est intéressant qu'on nous présente ces éléments d'ambiance. Une fois de plus, ce sont les sources américaines surtout qui abondent sur ces éléments-là, mais qui tendent donc à accréditer l'idée de productivité et de contact plutôt fructueux qui nous est décrit dans les différentes sources qu'on peut consulter, Axios, Reuters, etc. Donc manifestement, oui, c'était pas artificiel, c'était pas des négociations Potemkin, ça semble être quand même quelque chose qui a fonctionné.
Alors, on nous pose aussi la question de savoir si, dans les demandes de garantie de sécurité, est-ce que pour les Ukrainiens, euh, il n'y a pas la tentation de se tourner vers plus les Européens? Enfin, la question est celle-ci. Est-ce que le caractère, on va dire, versatile de Trump donne suffisamment d'assurance aux Ukrainiens pour accepter justement de s'appuyer sur ces garanties de sécurité? C'est une question que se posent les Européens avant tout. C'est-à-dire quel crédit accorder à la parole américaine aujourd'hui? Quelle attitude attendre des États-Unis, en tout cas de cette administration? Si vous voulez, le problème des Européens, c'est qu'eux-mêmes sont demandeurs de réassurance américaine. Ils ont intégré le fait que tout seuls, ils ne peuvent pas, en réalité, assurer la sécurité de l'Ukraine. Et je pense que Zelensky l'a très bien compris. Et encore une fois, l'Europe contribue financièrement, militairement, par le renseignement, par la fourniture d'armes, mais in fine, la crédibilité des garanties occidentales serait amoindrie si les Américains n'étaient pas au cœur du dispositif. Et ça, tout le monde le sait. Et ça, évidemment, ça affaiblit ou plutôt ça illustre la place réelle des Européens. Hein, comment promettre à l'Ukraine alors qu'on dépend, pour sa propre sécurité, en tout cas de nombreux pays le perçoivent comme ça, des États-Unis. À Davos, Zelensky a eu un discours, en tout cas un passage de son discours assez dur à l'égard des Européens. Il y a eu tout un passage où il s'en prend en fait aux Européens en expliquant qu'ils manquent de courage, ou sont pratiquement des poules mouillées, voilà, enfin il a eu des mots qui étaient un peu sur ce registre-là, qui étaient franchement assez durs et sans concession à l'égard des Européens, les appelant en fait à, voilà, à se prendre en main, à avoir plus de courage, etc. Alors, bon, je pense qu'il y a une frustration qui est exprimée, hein, indiscutablement. Je suspecte que ça reflète aussi certainement une partie de l'état d'esprit de l'opinion publique en Ukraine, mais probablement depuis plusieurs années, même maintenant, et que ça monte, cette espèce de frustration à l'égard des Européens. Évidemment, taper, même dans une partie de son discours, mais taper quand même sur les Européens, bon, bah, il espère probablement bien se faire voir aussi de la part de Donald Trump, puisque Trump, il est de bon ton de taper sur les Européens. Cette partie du discours qui a été très diversement appréciée par les Européens d'ailleurs. Il faut quand même le dire, il y a eu des articles, des réactions. On a vu ressurgir le thème de l'ingratitude, etc., etc. Ah oui, d'ailleurs, j'ai été frappé par la virulence, pour une fois, des réactions européennes sur les propos de Trump, sur les troupes européennes de l'OTAN qui seraient tenues loin de la ligne de front. En gros, c'était des lâches et les Américains ont pas pu compter sur eux. Euh, j'ai été assez surpris de voir un Premier ministre britannique réagir aussi brutalement. Finalement, on n'a pas tellement l'habitude de ça. Je sens qu'il y a une vraie ligne de fracture. Alors, apparemment, Trump s'est un peu excusé après en disant les chers camarades courageux britanniques, mais pas sans parler des autres. Donc, je pense il y a un vrai coin qui est en train de s'enfoncer là dans la solidarité atlantique d'une certaine façon. Ouais, et donc on en revient à la question de la solidité des garanties de sécurité, même si les Américains les donnent, disent oui, oui, admettons, hein, voilà nos garanties, etc. Enfin, si jamais sur le terrain il y a une escalade avec un risque que le conflit repart, qu'est-ce que ça vaudra le moment venu? C'est ça la question. Oui, et fondamentalement, pourquoi les Européens, les Américains feraient la prochaine fois ce qu'ils n'ont pas fait cette fois-ci, c'est-à-dire risquer un affrontement direct avec la Russie? Oui, bah, d'où la fameuse question du mémorandum du Budapest qui n'a jamais eu d'effet et qui nous aurait empêché de nous retrouver où nous sommes actuellement, probablement. Dernière question qui n'a rien à voir directement, mais qui s'adresse aux spécialistes de la marine. On nous pose la question, il y a une coïncidence de deux pétroliers de la flotte russe qui se trouvent un peu en difficulté du côté de Gibraltar. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que il faut avoir une action concertée? Est-ce que c'est notamment parce un des pétroliers a coupé en plus son transpondeur, enfin tout ça n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus?
Alors, déjà, c'est pas la première fois qu'il y a des pétroliers russes ou des navires de cargaison russes qui se trouvent en difficulté dans cette zone de la Méditerranée, ce qu'on appelle la mer d'Alboran, en fait, hein, donc après Gibraltar, entre les côtes marocaines et le sud de l'Espagne. Il s'est déjà passé des choses parfois franchement étranges avec ces bateaux russes dans la zone qui dérivaient parfois pendant plusieurs jours avec une trajectoire qui laissait supposer qu'ils avaient des problèmes de moteur et puis parfois les choses ensuite rentraient dans l'ordre, parfois non. Il y a un bateau qui a même coulé dans des circonstances franchement mystérieuses il y a un an et demi dans cette zone-là. C'est une zone où vous avez une base navale espagnole qui est pas très très loin, qui est utilisée par l'OTAN d'ailleurs, la base de Rota. Et c'est une zone donc évidemment incontournable lorsque les bateaux russes veulent transiter pour rentrer sortir de Méditerranée et poursuivre leur parcours. Donc à surveiller. Je n'ai pas vu franchement l'exacte, comment dirais-je, position de ces navires, puisqu'en plus il y en a un visiblement qui avait le transpondeur éteint, mais parfois il les rallume ensuite. Il y a eu des arraisonnements, on en parlait en fin de briefing là, le jeudi dernier. Voilà, donc à suivre, ça fait partie de la pression qu'exerce côté autant, on va dire, les Occidentaux sur la flotte fantôme, ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Euh, Dans l'Atlantique, en Méditerranée, ailleurs, on va dire dans les eaux adjacentes aux pays de l'OTAN, parfois un petit peu au-delà. Et côté russe, c'est pas impossible que ces techniques-là, enfin, comment dirais-je, ces comportements-là visent aussi à déstabiliser, à attirer l'attention sur un bateau pendant que peut-être qu'un autre fait autre chose, par exemple. Ça peut être quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Et pour finir, qu'est-ce qu'on sait du pétrolier arraisonné par les Français qui devait être amené à Fos-sur-Mer, c'est ça? Et par exemple, qu'est-ce qui va devenir du pétrole? Il reste en stand-by ou ça va être débarqué? On ne sait pas du tout. Je pense qu'il va rester, je pense qu'il va rester en stand-by, comme tu dis, mais après, on va voir. La dernière fois, le précédent a été assez rapidement en fait relâché ensuite, après que les Français l'aient raisonné. On va voir pour celui-ci ce qui se passe. Est-ce qu'au final, ils vont aussi le laisser repartir? Est-ce que l'équipage va être, comment dirais-je, pourra aussi vaquer, repartir? On va voir. Pour l'instant, j'ai pas vu passer grand-chose. Merci à tous les deux. C'était encore une fois très intéressant. Donc, retenons de ça qu'il y a eu pour la première fois une rencontre. Et c'est, je pense, que l'événement le plus important. On espère que ça va être suivi de nombreuses autres rencontres et que ça va enfin déboucher sur des choses plus concrètes. Nous nous retrouvons jeudi donc pour un briefing plus large consacré également à la politique et à l'économie russe. D'ici là, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.